Mais bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na nañu ànd taxaw ngir suñu kilifa yi woote sàrt yu aar gune yi jaarale ko ci code de l'enfant. Dans l'actualité de ce lundi, le SYTJUST va-t-il agiter le drapeau blanc après 5 semaines de grève? Les syndicalistes ont rencontré le ministre de la Justice. La médiation de la présidente du Haut Conseil du dialogue social a-t-elle porté ses fruits? Les détails dans cette édition. La fête de la Tabaski sera célébrée le 31 juillet ou le 1er août. La Commission nationale sur le croissant lunaire annoncera la date officielle demain mardi. À 10 jours de la fête, les vendeurs de moutons à Saint-Louis alertent sur le faible taux d'approvisionnement. Une conséquence, selon eux, de la longue fermeture des frontières entre le Sénégal et la Mauritanie. Reportage à suivre. Bonne nouvelle, Kouthia est de retour, alité depuis sa contamination au coronavirus. L'humoriste préféré des Sénégalais a marqué son grand retour aujourd'hui en forme et drôle comme jamais. Mais d'abord, affaire Nengeler-Sedima, les paysans peuvent retourner dès ce mardi sur leurs terres et cultiver jusqu'à la fin de l'hivernage. Babacar Ngom, avec qui ils sont en conflit, a été sommé par l'État du Sénégal d'arrêter les travaux entamés sur le site, mais il n'est pas exproprié. Une solution provisoire prise par l'État en attendant la fin de l'hivernage pour une solution définitive. L'information a été donnée par le ministre de l'Intérieur. Nous y reviendrons. Longtemps resté de marbre, Maître Malick Sall reçoit le SYTJUST. Les syndicalistes qui ont encore une fois décrété 72 heures de grève réclament toujours le respect et la mise en œuvre du protocole signé en 2018. Pour le moment, rien à filtrer sur la rencontre entre les deux parties. 5 semaines, c'est maintenant la durée de cette grève et les justiciables pâtissent de cette situation. Vous allez le voir dans ce reportage au Palais Lat Dior, Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. C'est la 5e fois qu'elle fait la navette Ouakam, palais de justice de Dakar, à la recherche d'un certificat de nationalité. Actuellement, elle a même peur de rater son concours. Je vais poser un concours et les dépôts s'arrêtent le 31 juillet. On m'a dit le jeudi. Je reviens le jeudi. Bientôt le 31 juillet. C'est pourquoi. Je suis désolée. Ce jeune est dans la même situation. La fois passée, on était là, mais on les a trouvés, ils sont toujours en grève. Parfois, ça, c'est pas raisonnable, quoi. Tout comme les justiciables, les avocats sont également des victimes. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un appel, un coup de fil terrible d'une cliente résidente en Europe qui a de sérieux problèmes administratifs simplement parce que le papier dont il pouvait disposer de par mes diligences en tant qu'avocat conseiller de cette dame, ces papiers-là ne peuvent pas être disponibles parce qu'il n'y a personne au tribunal. Cette personne-là risque d'avoir des problèmes avec les administrations en Europe. Voilà un exemple type d'impacté et ces gens-là se retournent globalement contre les avocats. Toutefois, Maître Dieng a bon espoir qu'une issue heureuse sera vite trouvée. Je suis heureux de savoir qu'en tout cas en ce qui nous concerne, le bâtonnier Pablo Tindiaye et ensemble avec les membres du Conseil de l'ordre ne cesse de déployer des efforts pour que cette situation-là qui nous heurte et qui nous pose problème, que cette situation-là cesse dans les meilleurs délais possibles. En attendant une solution définitive, ces justiciables continuent de subir les conséquences de ce mouvement d'humeur. Merci Maïmouna. C'est une image qui a choqué plein d'heures ce week-end. Une présumée voleuse a été victime d'attouchements sexuels. Les faits se sont déroulés à Sacré-Cœur. Les images ont fait le tour du web. Un acte qui porte atteinte à la dignité humaine selon Seydi Gassama, Amnesty Sénégal. Selon Seydi Gassama, Amnesty est prêt à offrir un avocat à la famille de la présumée voleuse si elle le souhaite. Des actes qui portent atteinte à leur dignité. Nous avons assisté il y a quelques jours à des actes pareils qui ont conduit à la mort d'une personne, 16 ans lutteur. Et nous avons vu hier cette vidéo
qui reflètent une pratique courante dans les marchés, notamment lorsque la Tabaski et la Korité approchent. C'est des périodes pendant lesquelles beaucoup de jeunes femmes sont accusées dans les marchés de commerce de larcin, sont déshabillées parfois nues, battues, humiliées, sans que aucune conséquence ne s'en suive. Donc nous voudrions vraiment encore une fois condamner ces actes-là et lancer un appel à la population sénégalaise pour que l'on évite de se faire justice soi-même. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque une personne est soupçonnée d'avoir commis des infractions, il faut la prendre et la remettre à la justice. Dès que j'ai reçu la vidéo, je l'ai transmise aux autorités de la gendarmerie nationale, je l'ai transmise aussi aux autorités de la police nationale, à qui j'ai demandé donc d'ouvrir une enquête. Et Amnesty aussi a proposé à la famille un avocat. Si elle décide de porter plainte, Amnesty mettra à sa disposition un avocat pour l'accompagner. Parlons éducation à présent. Les candidats au bac passeront finalement les épreuves d'éducation physique et sportive. Un revirement diversement apprécié par les candidats. Cheikh Diop, Pape Sangoné Mbaye. C'est une ressource publique. C'est officiel, les candidats au baccalauréat vont faire les épreuves d'éducation physique et sportive. Un revirement des autorités éducatives qui surprend les élèves du lycée Lamine Gueye. Nous allons subir un retardement par rapport aux épreuves physiques parce que c'est une perte de temps. Cette semaine-ci, c'est une perte de temps car il y a des programmes qui restent un peu. Donc, et depuis la reprise, on n'a pas fait de cours de pèse. Nous sommes tellement débordés avant tout parce que nous devons faire le programme n'est pas encore achevé, on doit faire beaucoup de choses. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les élèves n'ont pas pratiqué l'éducation physique et sportive. Dans un premier temps, le PS ne faisait pas partie des matières concernées dans le cadre de la reprise des cours. On n'a pas le choix. Nous allons nous préparer parce qu'on vient d'apprendre la décision le week-end passé. Donc nous nous préparons en conséquence. Parce que vu qu'un élève qui n'a pas fait des entraînements depuis l'arrêt des cours, ça peut créer des dangers, sur les élèves. Cette préparation peut être source d'accidents musculaires selon ce professeur d'éducation physique. Et ce que l'on demande aux élèves pour l'examen, c'est la course de vitesse, ce sont les sauts qui sont des activités qui peuvent être des activités intenses. Alors il y a risque de blessures, que ce soit des blessures musculaires et qui sait, peut-être même d'autres accidents qui peuvent être un peu plus graves. Les épreuves physiques démarrent ce jeudi. Il s'agit du premier test pour les candidats au baccalauréat qui vont se pencher sur les épreuves orales et écrites à partir du mois d'août. Merci, chère. Construction du centre de Jaxaay, les populations affichent leur impatience face à la presse. Elles exigent l'achèvement rapide de cette structure sanitaire. Voyons tout cela à Rufisque avec Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Samb. Malgré leurs nombreuses démarches auprès des autorités, les populations du plan Jaxaay se disent confrontées à un réel problème de prise en charge sanitaire. Depuis plusieurs années, elles réclament l'achèvement des travaux du centre de santé. Pour les femmes, bien que pour donner la vie, il faut valser de structure sanitaire en structure sanitaire, ce qui est toujours dommageable par rapport à nos braves dames. Nous avons fait plusieurs démarches allant dans le sens d'écrire des correspondances adressées au ministère de tutelle et différentes autorités étatiques. Nous avons aussi tenu des points de presse, plusieurs points de presse également, pour alerter les autorités étatiques. Mais en ce moment, nous sommes vraiment à notre bout d'effort et nous aimerions que l'État nous entendre par rapport à notre cri de cœur. Dépitées par cette situation, les populations de Jaxaay exigent l'achèvement des travaux de cette structure sanitaire dans les meilleurs délais. On ne peut pas lutter efficacement contre le coronavirus sans doter le pays de structures sanitaires qui répondent suffisamment aux normes édictées par l'OMS. Et Jaxaay en a déjà une structure presque achevée ou déjà. Distribuer des kits alimentaires, c'est bien. Mais achever notre centre de santé, c'est encore mieux. Parce qu'on ne peut pas donner une meilleure santé à des populations que de renforcer leur système sanitaire. Nous voulons l'achèvement de manière très prompte
de notre centre de santé parce que nous en avons besoin. Au-delà de cette énième sortie, ces habitants de Jaxaay promettent d'autres actions allant dans le sens de contraindre les autorités à se soucier de leurs préoccupations sanitaires. À Kaffrine, des jeunes réunis autour du collectif Nyolank dénoncent les coupures intempestives de l'électricité. Ils fustigent également le mutisme des autorités. Ces jeunes se disent déterminés. Regardons ce reportage d'Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Après les jeunes de Koungheul et les femmes de Benno Bokk Yakaar de Kaffrine, Nyolank, Y en a marre et autres mouvements de jeunes se sont levés pour demander l'arrêt des coupures intempestives d'électricité, surtout en cette période d'hivernage. Kaffrine a tout donné à son excellence, le président Macky Sall. Donc Kaffrine aime Macky Sall. Mais car Kaffrine manque de tout. Kaffrine est une ville qui vit dans le noir. Parce que chaque fois qu'il y a de petites pluies et un petit vent, il y a coupure d'électricité. Nous dénonçons avec la dernière énergie ce qui se passe dans notre ville. Parce que Kaffrine, c'est comme une ville fantôme, où tout le monde a peur quand la nuit arrive. Parce que Kaffrine est une ville sombre. Kaffrine est une ville malheureuse. Kaffrine est une ville honteuse. Parce qu'on n'a rien à Kaffrine. On n'a rien du tout à Kaffrine. Et monsieur le président de la République, voilà votre jeunesse. L'injustice est profonde dans cette ville-là. Les jeunes ont aussi déploré les coupures d'eau à chaque délestage. C'est inadmissible. Sen'Eau, en tant qu'entreprise à part entière, ne peut pas dépendre de la Sénélec pour nous fournir de l'eau. Ils doivent avoir le groupe électrogène. L'absence des représentants des jeunes aux instances comme le conseil départemental et le conseil communal et régional de la jeunesse a aussi été fustigée. Du conseil de jeunesse de commune, du conseil communal de la jeunesse, du conseil communal départemental et du conseil communal régional. On rejoint le camp du pouvoir. Ces trois jeunes, c'est qui de facto un acte de démission à l'endroit et de trahison à l'endroit de la jeunesse kaffrinoise. Parce qu'au fond, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est leur propre intérêt et non l'intérêt de la jeunesse kaffrinoise. Donc Kaffrine, la jeunesse kaffrinoise n'a plus de tête qui revendique pour elle. Rappelons que les coupures intempestives du courant restent une veille doléance à Kaffrine et environs et sont très régulières en cette période d'hivernage. Venons-en maintenant aux préparatifs de la fête de Tabaski. Vous le savez, la fête sera célébrée le 31 juillet ou le 1er août. La date officielle sera connue demain à l'issue de la réunion de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. En ce qui concerne le marché du mouton à Saint-Louis, l'effet du coronavirus se fait ressentir sur la disponibilité des bêtes. À 10 jours de la Tabaski, l'inquiétude gagne du terrain. Ousseynou Diop, Habib Seck. À quelques jours de la Tabaski, les moutons venus de la Mauritanie arrivent à compte-gouttes. Au forail de Médina Darou de Saint-Louis, les premiers vendeurs mauritaniens arrivés sur les lieux sont très inquiets et craignent un déficit en moutons cette année. Il n'y a pas assez de moutons cette année. Je ne peux pas dire exactement que les autres vendeurs mauritaniens seront là avant la Tabaski. Mais c'est une situation compliquée avec la Covid-19. Beaucoup pensaient que la frontière ne sera pas ouverte. C'est à la dernière minute que les autorités ont décidé de l'ouvrir. Et c'était trop tard car il faut 2 mois de préparation. Vous voyez, il n'y a pas assez de moutons venant de la Mauritanie. La Covid-19 est à l'origine de ce problème. Avec la pandémie de la Covid-19, les fidèles musulmans sont confrontés à la conjoncture économique. Pour les vendeurs sénégalais, la situation est difficile. C'est difficile. On ne peut pas vendre les moutons élevés ici. Les acheteurs n'ont pas assez d'argent. La Covid-19 a tout bouleversé. En cette période de l'année dernière, on avait tout vendu. Mais cette année, ce n'est pas facile du tout. Pour les Mauritaniens, l'insécurité dans le nord du pays fait fuir leurs compatriotes. Arrivé à Médina Ndiadbé, c'est la catastrophe. Il y a des voleurs partout et il faut être plus de 3 personnes pour faire face aux voleurs. C'est pourquoi les vendeurs de moutons mauritaniens ont peur maintenant. Au total, la région de Saint-Louis compte 7000 têtes selon le ministre de l'élevage. Au forail de Darou, les prix varient entre 80 000 et 500 000 francs CFA. Des moutons, on en trouve au forail de Dara, 16 000 têtes accessibles à toutes les bourses selon Sorman Diobenka. Dans le cadre de la tournée qu'il effectue sur toute l'étendue du territoire, le ministre de l'élevage et des productions animales était ce week-end à Dara pour s'enquérir de la situation des éleveurs. Il a lancé un appel aux opérateurs à plus de diligence. Comme vous le savez, à l'approche de la Tabaski, le ministère de l'élevage a l'habitude de faire le tour du Sénégal.
une façon pour lui de mobiliser l'offre nationale, mais aussi une façon pour lui de tâter le pouls. Aujourd'hui, je suis là au niveau du département de Linguère, au niveau de la commune de Dara, au niveau du marché hebdomadaire de Dara. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction, en ce sens que ce que j'ai recherché, je l'ai trouvé sur place. Ce que j'ai recherché, est-ce que le marché de Dara est bien approvisionné? Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 16 000 têtes au niveau de ce marché. Et je sais que la quasi-totalité de ces bêtes vont être déployés au niveau des marchés finaux tels que Dakar, Kaolack, Thiès, entre autres. Donc on ne peut que s'en féliciter. Mais en profiter aussi pour faire un appel à l'endroit des éleveurs, à l'endroit des opérateurs sénégalais, pour plus de diligence, mais aussi d'appui à l'endroit des consommateurs sénégalais que nous sommes tous, pour qu'il y ait quand même des moutons de qualité, ce que nous avons trouvé sur le terrain est rassurant, mais aussi à des prix très accessibles pour tous. Donc on part du département de Linguère, du marché hebdomadaire de Dara, très satisfait par rapport à ce que nous avons vu. Aujourd'hui, ce que nous avons dénombré, suite aux informations reçues de nos services, nous avons dénombré entre 15 000 et 16 000 têtes au niveau de ce marché-là. Et là, quand même, c'est très encourageant à J-11, donc on ne peut que s'en féliciter. Et pour les Sénégalais qui hésitent à fréquenter les points de vente de moutons par peur d'être contaminés, le mouton n'est pas vecteur de contamination au SARS-CoV-2. Des spécialistes conseillent tout de même de ne pas longtemps caresser les bêtes. Mais alors, comment acheter son mouton sans être exposé à un quelconque virus? Élément de réponse dans ce reportage de Cheikh Diop, de Mohamed Samb et Gervais Yao. C'est un geste à éviter, caresser un mouton pour apprécier son état d'engraissement. Le bétail peut être vecteur de transmission du virus. Si quelqu'un, par exemple, a le coronavirus et qu'il tousse, il y a des projections qui peuvent sortir de sa bouche ou de son nez, qui peut aller directement au niveau de la laine du mouton. Ou bien, si quelqu'un tousse au niveau de ses mains, donc il peut également libérer le virus au niveau de ses mains. Et le fait de caresser les moutons peut laisser le virus dans la laine des moutons. Et donc dans ce cas, donc une autre personne peut être contaminée à travers le massage qu'il fait au niveau de ses laines. Ousseynou est conscient de la gravité du moment. Il impose aux acheteurs de respecter formellement les gestes barrières comme le lavage des mains et le port du masque. Il nous faut prendre des dispositions par rapport à ça. Bon, c'est pourquoi on a mis en place ce dispositif de lavage des mains que vous avez vu à la porte, un port de masque. C'est obligatoire avant d'entrer dans le site. Et là aussi, vous avez vu qu'on a mis des barrières entre les animaux et le public. C'est juste pour éviter le contact. Bon, on est dans un contexte de propagation de ce virus qui est devenu une réalité. Bon, bien que pas mal de gens s'entêtent à ne pas croire que ça existe. Mais nous, on n'entend pas d'avoir des cas pour prendre nos dispositions. Le spécialiste en qualité des aliments de l'homme considère qu'il est urgent de corser les mesures de prévention contre la pandémie au niveau des points de vente de moutons. Il y a des dispositifs qui doivent être mis là-bas, au moins pour que les gens puissent vraiment se laver les mains avant donc d'entrer en contact avec les moutons. Et les personnes qui ont des signes, n'est-ce pas, qui prêtent donc au coronavirus, il va falloir que ces personnes aussi ne s'approchent pas des moutons. Il est donc clair que même si le mouton n'est pas un vecteur de contamination du virus, il peut cependant le transmettre. Entre inconscience et absence totale de mesures barrières sur des points de vente, bon nombre de Sénégalais ont du mal à se protéger contre la pandémie Covid-19. Merci Mohamed. Et puis retenez à propos de la situation épidémiologique, 3 décès et 138 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. 34 personnes présentent une forme grave de la maladie. En voilà un retour qui fait du bien à tous les téléspectateurs de la TFM. Kouthia a fait son grand retour aujourd'hui après avoir été secoué par le coronavirus. L'humoriste préféré des Sénégalais est toujours égal à lui-même. Vous allez le voir dans ce reportage de Fatima Touré et Youssou Baro. Ainsi, l'incontournable Samba Sine, alias Kouthia, marque son retour sur le petit écran. L'humoriste raconte ses jours sombres après avoir été testé positif à la Covid-19. Quand on m'a dit que vous êtes testé, que vous êtes positif, j'ai éclaté de rire. Le gars m'a dit que mais les gens ont peur, toi tu ris, qu'est-ce qui se passe? Moi, non, je ne peux pas faire une campagne de 2 mois. Chaque jour, je dis aux gens, faites attention. Et vous m'annoncez que moi, actuellement, moi qui vous parle, que moi je suis atteint. Que les gens là, ils augmentent. Réanimation dans le coma, mais je sais que j'étais malade. Dieu m'a guéri.
Des moments qu'il a certes vécu avec difficulté. En revanche, les Sénégalais étaient là pour le soutenir. Ce qui m'a le plus marqué quand je suis sortie de l'hôpital, c'est l'accueil et le comportement de mon entourage. Pas une seule fois, je me suis sentie stigmatisée ou rejetée. Je pense que maintenant, les gens connaissent plus la maladie qu'auparavant. Toujours égal à lui-même, son langage, sa façon de s'exprimer, une occasion pour alerter les Sénégalais sur les gestes barrières. Avec la Tabaski, j'ai très peur que le les visites entre maisons, sorties, aller dans les cars, retourner dans les cars. Mais les masques aussi, trop longtemps dans la bouche peut amener une autre maladie. Parce que la haleine fraîche, c'est quelque chose qui montre que ta bouche est en bonne santé. Mais tu te lèves, tu fais ton part comme ça, tu attaches ta bouche avec le masque de 9h du matin jusqu'à minuit. Quand tu dis bonsoir à ta femme la nuit, si elle se réveille morte, c'est toi qui l'as tuée parce que la mauvaise haleine peut tuer une personne. Testé positif au début du mois de mai, l'artiste comédien est resté 20 jours en soins intensifs. Aujourd'hui, qu'il s'est complètement rétabli, le comédien demande plus de respect et de considération à l'endroit des personnes guéries du coronavirus. Merci beaucoup Fatima et bienvenue à Koutia et content de te revoir parmi nous. Alors maintenant à Kaolack, campagne agricole, mauvaise qualité des semences. Les opérateurs semenciers se lavent à grande eau. Depuis quelque temps, ils sont pointés du doigt pour avoir, selon beaucoup de paysans, distribué de semences de mauvaise qualité sans respect de la carte variétale. La Fédération nationale des opérateurs semenciers privés, FNOST, et sont ainsi sortis de leur mutisme ce matin pour balayer toutes ces accusations portées contre eux et se laver à grande eau. Écoutons leur porte-parole avec notre équipe à Kaolack. Nous avons appris que certains gens disent que les opérateurs n'ont pas amené des graines de qualité ou bien ils donnent de l'argent. Or que tout cela c'est faux. Puisque les opérateurs ont été notifiés pour amener des graines dans des zones, dans leur site. Et dans ces sites-là, il y a une commission qui a été composée par le préfet, le sous-préfet. Donc, les opérateurs ne sont pas habilités à aller là-bas pour distribuer des graines. C'est la commission qui distribue les graines. Donc tous les gens qui disent que les opérateurs donnent de l'argent au niveau de ces points de compte-là, ça c'est archi faux. La FENOPS demande complètement ça et vous fait comprendre que l'opinion publique, l'opinion nationale, internationale, que ce sont des gens mal intentionnés, tapis dans l'ombre, qui essaient de déstabiliser les opérateurs, or que ça ne marche pas. Les opérateurs sont toujours fidèles à leur vocation. En commençant par le président national qui dit qu'il ne cautionne aucune malversation à travers la distribution des semences. Donc je ne peux pas comprendre que des gens disent que les opérateurs n'ont pas donné de bonnes semences. Ça c'est archi faux. Et nous le condamnons. Les stockeurs de Kaolack, Chertigan Sissé, estiment que ces opérateurs s'enrichissent sur le dos des agriculteurs. Ils demandent au ministère de tutelle de ne pas se fier à leurs déclarations. Chertigan Sissé avec notre équipe à Kaolack. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons. Et puis le CNRA a déposé son rapport 2018-2019 sur la table du président Macky Sall, un document qui est revenu sur le renforcement des professionnels de la communication sociale en période électorale. Des dérives sont notées, mais satisfaction a été retrouvée sur une trentaine de dossiers. Les détails, Alassane Ba. D'un tableau détaillé du monitoring opéré par le Conseil national de régulation pendant les 2 années 2018 et 2019. Ce tableau concerne aussi le secteur privé commercial et celui communautaire de l'audiovisuel. Le rapport mentionne que face aux grandes préoccupations sociétales, la mobilisation médiatique au Sénégal est toujours forte. L'appropriation des questions et problématiques est immédiate. Le CNRA estime que l'expertise invitée sur les plateaux est adaptative. Elle comprend tout, maîtrise tous les sujets. Un chapitre relatif à l'avant, pendant et après la présidentielle de février 2019. Dans le registre contenus et dérives, le Conseil pense qu'à l'aune de la bataille pour accéder aux parts de marché publicitaire, beaucoup d'acteurs audiovisuels ne se soucient pas de l'impact social que peut avoir l'évocation de scènes ou de situations socialement déstructurantes.
pour la petite enfance. De ce fait, selon le président, le CNRA est intervenu sur une trentaine de dossiers et affaires avec pour résultat un notable taux de satisfaction exprimé par les interpellateurs eux-mêmes. Les éditeurs avertis et plusieurs fois relancés sur l'obligation de se mettre en règle adoptèrent des attitudes diverses entre respect de la loi et engagements commerciaux dont la non-satisfaction exposée à des recours négatifs. Mais la loi est au-dessus de tous, le CNRA y compris. Des organisations professionnelles, Synpics, CEDEPS et CORED avaient joué les médiateurs et tout revient à la normale. Cet épisode s'inscrit dans ce qui est consigné dans le rapport sous la rubrique décision et publication. Des choses vont changer, souligne le dossier. La volonté du législateur d'assainir l'environnement avec l'appui des acteurs et un regard plus strict sur des contenus décriés par les professionnels comme par de très larges secteurs de la société sénégalaise est remarquée. Cette partie du rapport recense l'essentiel des dispositions de la loi 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse et concernant les modalités de création d'entreprises dans cette chaîne de valeur. Le code dispose en outre que les acteurs de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle déjà existants doivent, pour continuer d'exploiter la licence délivrée par le ministre chargé de la communication, signer une nouvelle convention avec l'organe de régulation. Dans le même esprit, aucun titulaire de licence d'établissement et ou d'exploitation de services de communication audiovisuelle ne peut émettre ou diffuser avant la signature d'une convention avec l'organe de régulation. Merci beaucoup Alassane. Et puis retour sur l'affaire Ninguler-Sedima. Je vous le disais en début d'édition, l'État a tranché le nœud gordien. Nous avons en ligne le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye, est-ce que vous nous entendez? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous nous entendez, monsieur le ministre? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette affaire Ninguler-Sedima? L'État a tranché cette affaire. S'agit-il d'une restitution des terres définitive ou bien c'est une solution provisoire? Mais merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, depuis quelque temps, l'affaire du Ninguler d'après la chronique, et le gouvernement a entamé depuis quelque temps une médiation entre les différentes parties. Et le ministre de l'Urbanisme s'est personnellement impliqué pour rapprocher donc les deux positions. Nous-mêmes, nous l'avons également accompagné d'abord sur le terrain la semaine passée, notamment le mardi. Et nous avons également rendu visite aux populations de Ninguler, au village même de Ninguler. On a tenu une longue réunion. À l'issue de cette rencontre, nous avons également rencontré le promoteur, notamment Babacar Ngom de la Sedima. Une solution provisoire était d'abord proposée. Samedi, moi-même, je me suis rendu sur le terrain pour mettre en œuvre cette solution. Dans un premier temps, une partie de cette solution n'avait pas eu l'avis favorable donc, des populations et nous avons continué à discuter avec le promoteur et les populations. À l'issue de ces concertations, nous avons également rendu compte à son Excellence, M. le Président de la République, et sur ces instructions, donc les habitants du village de Ninguler ont été invités à retourner dans leur champ originel pour sauver la campagne agricole qui a déjà démarré. Et Sedima aussi invité à arrêter les travaux dans cette partie des terres. Maintenant, nous invitons également le gouvernement, je veux dire, les populations et Sedima à continuer les discussions pour que cette solution puisse être une solution définitive pour être trouvée en profitant donc de cette période d'hivernage. Et nous espérons qu'à l'issue de cet hivernage, les problèmes seront réglés définitivement. Donc, si on comprend bien, c'est une mesure provisoire. Est-ce qu'elle satisfait toutes les parties? Oui, tout à fait. J'avoue que nous avons parlé également donc, à M. Ngom qui a accepté la proposition et également aux populations et qui sont déjà prêts à aller sur les champs de demain. Et M. Ngom veut toujours garder ses terres, il les veut toujours? Oui,
naturellement, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de ça. Aujourd'hui, nous devons trouver une solution parce que tout simplement l'hivernage ne nous attend pas. Aujourd'hui, les populations disent détenir par devers elles des semences qui, normalement, après, devaient semer. C'est une décision pour sauver la saison, tout simplement. Voilà, pour l'instant, mais en les encourageant à continuer les discussions pour que, normalement, d'ici la fin de l'hivernage, une solution définitive soit trouvée. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, d'avoir été en direct dans cette édition. Un mot de sport rapidement avant de passer à Soir d'Info. Retour des grosses affiches de lutte sénégalaise la saison prochaine. Demba Ba, l'attaquant sénégalais champion de Turquie saison 2019-2020 avec Istanbul Basaksehir. Le Ballon d'Or France Football n'a pas été décerné, ne sera pas décerné cette année. Les faits saillants de l'actualité sportive avec Cher Sadibou Diarra. Au Sénégal, l'actualité sportive est dominée par les belles perspectives dans la lutte sénégalaise. Au contraire de la présente saison, qui touche à sa fin dans 2 semaines, sans une grande affiche, de beaux combats sont montés pour la prochaine. Balla Gaye 2 Gris Bordeaux, Bombardier Eumeu Sène, 2 revanches décrochées par le promoteur Gaston Mbengue. Son homologue Thialis Faye a lui ficelé les inédits Tapha Tine Boy Niang 2 et Garga Mbossé Sa Thiès. En Afrique, la Confédération africaine de football est dans l'expectative. Face au refus du Cameroun d'accueillir le Final Four de la Ligue des Champions et dans l'incapacité de trouver un autre pays idéal, l'instance penche maintenant sur la formule des demi-finales en aller et retour dans les pays des clubs respectifs les 25 septembre et 2 octobre prochains. La finale va se dérouler en une manche sur un terrain neutre le 10 octobre. En Europe, France Football, organisateur du Ballon d'Or, a pris la décision de ne pas décerner le trophée en 2020. Une première depuis 1956 à cause d'une saison tronquée par la pandémie de la Covid-19. À la place du successeur de Lionel Messi, détenteur du Ballon d'Or France Football, les 180 jurés vont désigner un 11 de la saison et l'équipe de tous les temps. Pendant ce temps, l'international sénégalais Demba Ba est champion de Turquie 2019-2020 avec Istanbul Basaksehir. Le premier titre national du club, avec une grande contribution de l'attaquant sénégalais, auteur de 12 buts et 7 passes décisives à une journée de la fin du championnat. Merci cher. Et puis toujours dans l'actualité internationale, la tension toujours dans l'air au Mali où le M5 a rejeté le plan de sortie de crise de la mission de la CEDEAO alors que la mission sous-régionale a quitté Bamako hier ce lundi. Le M5 a de nouveau appelé à la désobéissance civile. Nous parlerons également de la Côte d'Ivoire où le président est soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat après le décès de son dauphin désigné. Le point avec Ibrahim Akan. Au Mali, le M5 appelle de nouveau à la désobéissance civile, un appel qui intervient au lendemain du départ de la mission de la CEDEAO, mission qui n'aura donc rien donné pour le moment puisque le M5 a rejeté le plan de sortie de crise proposé par la délégation sous-régionale conduite par le président Goodluck Jonathan. Pour rappel, la démission du président Ibeka, principale revendication de la contestation, ne figure pas dans les recommandations de l'organisation. Elle propose la formation d'un gouvernement d'union nationale. La CEDEAO demande en outre la résolution du contentieux électoral issu des législatives en nommant de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. En Guinée, première manifestation post-Covid-19 du FNDC ce lundi, des heurts ont été notés entre manifestants et forces de l'ordre, des manifestants qui appellent à la démission du président Alpha Condé. Un jeune homme de 22 ans a été blessé par balle alors qu'il se rendait à une manifestation dans le quartier de Hamdalaye, fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry. Avec l'apparition de la pandémie de la Covid-19, le Front national pour la défense de la Constitution avait suspendu les manifestations. Le président Alpha Condé est accusé par la structure d'avoir modifié la Constitution en vue de s'éterniser au pouvoir. En Côte d'Ivoire, le doute plane toujours sur la candidature ou non du président Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat. Dans un passé récent, ADD déclarait vouloir laisser les clés de l'exécutif ivoirien à la jeune génération. Mais aujourd'hui, avec la perte de son dauphin désigné, Amadou Gon Coulibaly, la donne semble changer. Pour bon nombre d'observateurs, Alassane Dramane Ouattara serait dans les dispositions de se représenter. Dans son parti, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la candidature pour un 3e mandat semble déjà validée. 3 ans après le départ du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la candidature pour un 3e mandat semble déjà validée. 3 ans après le départ du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la candidature pour un 3e mandat semble déjà validée. 3 ans après le départ du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la candidature pour un 3e mandat semble déjà validée. 3 ans après le départ du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la candidature pour un 3e mandat semble déjà validée. 3 ans après le départ du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la candidature pour un 3e mandat semble déjà validée. 3 ans après le départ du président Alassane Ouattara, le Rassemblement
Invité par nos confrères de la Radio France Internationale, le directeur exécutif du RHDP a déclaré que le président Ouattara est le mieux placé pour battre le candidat Henri Konan Bédié au premier tour. Pour rappel, la Côte d'Ivoire va élire un nouveau président dans 3 mois et le RHDP, parti au pouvoir, n'a toujours pas officialisé le nom de son candidat. Merci vraiment, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info, c'est à vous Aram. Vous recevez monsieur Adam Adouf.